Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'été, donc une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc vous avez l'habitude de nous voir marcher en marche nordique, hein, Isabelle et moi, donc de Misa, hein, Dominique et Isabelle, donc Laïsa. Et là on va parler d'autre chose, on va parler de la natation en crawl. Donc on est tous les deux des nageurs amateurs, on adore la natation en crawl. Et donc je vais vous expliquer comment on fait et pourquoi c'est semblable et bénéfique à la marche nordique. Donc, le sujet du jour, natation crawl et marche nordique, avec plusieurs parties, hein. La première, pourquoi la marche nordique et le crawl, ça se ressemble. Quels sont les avantages de pratiquer les deux, ce que nous on fait donc. Quel apprentissage on a eu pour faire ça, et je vous parlerai d'un site web, un site YouTube, hein, qu'on regarde régulièrement pour progresser. Et ensuite, un dernier sujet qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, hein, je pense un petit coucou à Eric. Beaucoup de gens se posent la question de l'évolution de la marche nordique et de son règlement, de ses différents règlements au travers des pays, etc. Et donc la natation, c'est un domaine intéressant parce que il a plus de 100 et quelques années, hein, 130 ans de vie en compétition au JO notamment. Et je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait pour les évolutions de règlement et comment ils l'ont fait. Donc c'est parti, les ressemblances. Donc déjà, le crawl utilise une partie traction et propulsion. On le voit sur cette photo, hein, il y a une propulsion où on consiste à pousser l'eau derrière. Et donc ça vous rappellera bien sûr la propulsion en marche nordique. Par ailleurs, le crawl utilise la partie haute et basse du corps, ainsi que la marche nordique. Donc ça c'est différent de la course à pied par exemple, où surtout le bas du corps est sollicité, alors que là, aussi bien en crawl qu'en marche nordique, on a le haut et le bas du corps qui travaillent. Le crawl, le crawl utilise un mouvement alterné des bras, ainsi qu'on le fait en marche nordique. Alors ça c'est différent dans d'autres techniques de nage. En brasse papillon par exemple, vous avez les deux bras qui reviennent en avant en même temps. Donc en crawl, c'est comme en marche nordique, on a un mouvement alterné. Bon, à l'inverse, les jambes sont plus libres en crawl, hein. D'ailleurs, il y a différentes techniques de battement de jambes, hein. Bon, ça dépasse le cadre de cette vidéo, mais c'est pas tout à fait pareil pour les jambes. Une rotation scapulaire des épaules est utilisée aussi en crawl. Donc ça, c'est important pour le nageur de crawl, parce que ça va lui permettre, un, d'avoir une meilleure respiration, donc de dégager mieux son visage, et deux, de mieux lutter contre la résistance de l'eau. Un crawler est toujours en train de lutter contre la résistance de l'eau. Il essaye d'éviter les mouvements parasites. Et donc cette rotation scapulaire, par le fait qu'elle sort l'épaule, eh bien, va lui permettre de sortir son bras complètement de l'eau et donc de lutter contre la résistance de l'air, ce qui est beaucoup moins dense, évidemment, 800 fois moins que l'eau. Donc c'est mieux d'avoir une avancée dans l'eau, dans l'air que dans l'eau. Le gainage, indispensable en crawl. La position du corps est fondamentale pour avancer dans l'eau, hein. Si vous avez un corps qui est tout, comment dire, tout en spaghetti cuit, comme dit l'autre, ou cru, c'est la différence que fait le coach, je vous parlerai là. Eh bien, si votre corps est tout détendu, vous allez avoir une résistance à l'avancée de l'eau très importante. A l'inverse, si vous avez un très bon gainage, c'est comme un bateau, hein. Un bateau qui est bien caréné, il avance mieux dans l'eau, c'est le même principe. Donc là, vous reconnaissez bien sûr le gainage qu'on utilise en marche nordique, hein, qui va servir également. La proprioception. Alors là, en crawl, encore plus important qu'en marche nordique. La raison, on le voit sur la photo, hein, vous ne voyez pas les membres qui sont derrière, en particulier les bras une fois qu'il est passé, et les jambes. Donc vous êtes toujours en train d'imaginer ce que font vos bras, et ce que font vos jambes, et ce que font vos pieds. Et c'est pas toujours facile pour beaucoup de gens. L'équilibre, même principe. La position du corps, je viens de vous le dire, est très importante, et vous devez absolument savoir ce que fait votre corps et dans quelle position il se tient. Donc c'est très très important en crawl. Donc développer ces facultés-là en nageant, eh bien c'est du gain pour marcher par la suite. La respiration en crawl, elle vous est imposée par le fait que vous avez la tête dans l'eau, hein. Donc le fait d'avoir la tête dans l'eau, ça veut dire que vous allez respirer à certains moments. Et donc ça va vous cadencer en fait votre respiration. Alors en marche nordique, on ne le fait pas forcément. Maintenant, je dois vous dire que moi, je commence à le pratiquer aussi, ça. Et le fait de cadencer la respiration sur les pas, eh bien, permet d'avoir une certaine détente et permet d'économiser mieux les muscles qui servent à la fois au gainage et à l'expulsion de l'air. Donc en fait, c'est intéressant parce que les muscles ont un double emploi au même moment
ils vont gainer et permettre d'expirer l'air. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une seule action du muscle plutôt que deux. Donc on voit que le crawl est aussi technique, même très technique. Donc c'est un apprentissage permanent, hein. On est toujours en train de chercher à savoir si ces biais sont bien placés, si le corps est bien tourné, la rotation des épaules, etc. etc. Donc c'est comme en marche nordique, hein. En fait, on est toujours en train de chercher à s'améliorer. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Avantage à pratiquer les deux sports. Je viens de vous le dire, la respiration en crawl oblige à une expiration forcée. On peut avoir différents styles d'expiration, soit automatique, soit forcée. C'est ce qu'on fait en crawl. Et on voit que cette respiration-là est souvent plus efficace que l'expiration automatique. Pourquoi? Parce que ça vide mieux les poumons d'une part, et d'autre part, ça fait un flux d'air plus important. Donc le fait de s'habituer à respirer comme ça, eh bien, c'est intéressant à la fois au niveau de la respiration, mais au niveau aussi de la sangle abdominale qui va être plus musclée. La respiration en crawl est synchrone. Donc je disais tout à l'heure, en marche nordique, on n'est pas obligé de le faire, mais je considère que c'est une pratique intéressante. D'ailleurs, on parle de marche afghane. C'est des choses que je commence à pratiquer, où en fait la respiration se synchronise sur les pas. Donc le fait d'apprendre à faire ça en crawl, ça va être encore plus facile à faire quand on va le faire en marche nordique. Le crawl est un sport porté. Donc ça va vous permettre de reposer les jambes. Alors effectivement, quand on commence à marcher vite, je le vois sur moi, à partir de 8 km/h, on commence à retrouver les chocs qu'on avait en course à pied. Donc le fait de ne pas toujours marcher comme ça, eh bien, permet quand même d'avoir un sport alterné, des sports différents, de continuer à avoir une pratique sportive, mais moins agressive par rapport au choc. Le crawl demande un étirement des bras vers l'avant. Ça rappelle aussi des choses. En marche nordique, vous avez la même chose. Vous allez chercher à envoyer vos bras vers l'avant pour attraper, entre guillemets, une plus grande partie du sol qui va vous permettre d'augmenter l'amplitude de votre foulée. Donc c'est ce qu'on retrouve en marche nordique avec l'ancrage qui doit se faire en avant le plus possible. Le cardio, ça peut se pratiquer en crawl aussi, en particulier quand vous avez des vagues ou du courant. C'est le cas ce matin, là, j'ai nagé ce matin, j'avais un vent marin en pleine face, là, avec du courant. Je peux vous assurer qu'il faut appuyer vraiment pour continuer à avancer. Donc le cardio commence à monter dans ce cadre-là. En crawl, on cherche ce qu'on appelle la glisse. Donc la glisse, c'est quand votre corps glisse le mieux possible sur l'eau, par rapport à tout ce que j'évoquais tout à l'heure. L'horizontalité du corps, le gainage, la bonne synchronisation de la respiration, le bon placement des pieds, etc. Et quand on arrive à faire tout ça, on a une sensation très agréable, à savoir que, on avance sur l'eau avec un effort qui nous paraît minimum. En marche nordique, on a la même chose, on appelle ça le flow, et c'est un vrai bonheur de ressentir tout ça. Donc vous avancez, et vous n'avez pas l'impression de vous dépouiller. Donc c'est très agréable à trouver. Alors, notre apprentissage, personnellement, comme on a démarré, donc on a commencé par faire avec un moniteur de natation, ce qu'on appelait des séances d'aquajogging. Et en fait, ça consistait à pratiquer les 4 nages, et donc avec tout un tas de consignes sur ce qu'on devait faire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est là où j'ai vu mes premières séances vidéo appliquées sur moi-même, où mon coach me disait, tu glisses pas. Je disais, si, je glisse. Et quand il a commencé à me filmer, j'ai dit, mais c'est qui ce nageur-là qui glisse pas du tout? C'est toi. Bon, voilà. Fin de la discussion. Donc, intérêt des séquences vidéo pour apprendre à bien nager. Ensuite, on a travaillé notre style. Alors, avec un livre qui m'a beaucoup servi, que malheureusement j'ai perdu dans mon déménagement, L'enseignement de la natation, Gâteau Garoff. Donc, si certains ont ce bouquin, ce serait sympa de photocopier ou de scanner la partie électromyogramme où on voit les muscles des nageurs débutants par rapport aux nageurs de style international. Et ça m'a vraiment interpellé parce que ça montre qu'un nageur débutant peut faire énormément d'efforts mais sans avancer pour autant. En gros, le nageur débutant place des efforts pas du tout où il le faut, alors que le nageur international les place exactement où il le faut. En particulier le retour de bras vers l'avant. Donc ça se fait dans l'air, il n'y a aucune raison de forcer là-dessus. Et ça, c'est des choses que je retrouve en marche nordique. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse actuellement avec mes systèmes de capteurs là. Et en fait, la façon dont on place l'effort
est très importante pour le rendement général de la marche. Donc ça, on apprend ça en natation. Donc s'il y a des gens qui ont ce bouquin-là, merci de penser à nous, je vous mets l'adresse mail dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, aujourd'hui on a YouTube, hein. Donc on a aujourd'hui tout ce qu'il faut. Alors il y a un YouTuber que je suis beaucoup là, qui s'appelle Pierre Coaching, qui est vraiment un pro. Hein. Bon, lui c'est un coach triathlète, mais il décortique complètement je vais vous montrer. Il décortique complètement les séances de natation pour faire progresser les gens. Donc Pierre Coaching, ça ressemble à ça, hein. Écoute, bel alignement en termes de rotation, tu le tiens, donc ça c'est vachement intéressant. Du coup, on va pouvoir bosser sur comment vraiment remonter tes pieds 100% à la surface de l'eau, en tout cas par rapport au bas du battement, au talon. Et on va chercher aussi à faire ce que tu as bien ressenti sur le stage, à bien bosser sur les appuis et notamment sur le catch. Donc vidéo en haut, celle avant le travail technique, vidéo en bas, celle après les 30 à 45 minutes de travail sur les... Je vais vous parler maintenant de l'évolution de la natation en compétition et en particulier aux Jeux Olympiques. Alors pourquoi ça? Parce que c'est une technique qui maintenant est ancienne, hein, 1896, hein, donc ça fait 128 ans déjà. Et donc ces gens de la natation ont une grande expérience de ce que nous on vit aujourd'hui en marche nordique, à savoir quelle est l'importance du règlement par rapport au style, par rapport à la vitesse. Il y a différents styles. Comment on fait pour faire nager des gens à l'international sans que ça pose de problème. Donc je pense que c'est intéressant de connaître, de voir ce qu'ils ont fait pour régler ces différents problèmes. Donc au départ, deux techniques de nage. Alors une qu'on connaît encore aujourd'hui, à la brasse, et une autre qui à l'époque s'appelait pas le crawl, hein, qui est devenu le crawl plus tard. Donc ils appelaient la nage libre. Ensuite, en 1904, est apparu le dos crawlé. Donc déjà, déjà on voit qu'il y avait trois techniques de nage complètement différentes, hein. Bon, déjà la gestuelle, hein. La brasse c'est un mouvement simultané, alors que les autres c'est un mouvement alterné. Donc dès le début, on s'est rendu compte que la nage libre était beaucoup plus rapide. Donc on voit ici en 1908, on parlait d'yard à l'époque, à peu près un 400 mètres, hein. Eh bien on avait déjà plus d'une minute d'écart entre la nage libre et la brasse. Donc ça évidemment, ça posait un certain nombre de questions. Et en particulier, comment est-ce qu'on fait pour régler ces différents écarts de vitesse, hein? Est-ce qu'il est raisonnable de faire nager en même temps des gens en brasse et en nage libre? Bon, la réponse très vite a été non, bien sûr. Ensuite, tout bêtement, est-ce qu'on garde, et ça c'est important, les nages les moins rapides, hein? On voit que la brasse et le dos, ça va beaucoup moins vite. Est-ce que ça valait le coup de garder ces différentes techniques? Alors on aurait pu les supprimer ou réglementer. Alors les supprimer, c'était un peu violent et désagréable pour les nageurs parce que hein, les nageurs le savent, nager une seule technique, c'est pas bon d'un point de vue physiologique. Hein, vous pouvez vous faire des blessures à force de solliciter toujours les mêmes bras, les mêmes mouvements de bras, les mêmes mouvements de jambes, avec le même geste. Et donc le fait de pratiquer plusieurs nages va vous permettre justement d'équilibrer ces gestes. Donc ça c'est intéressant. Ça permet aussi au niveau du spectacle d'avoir des spectacles différents, ce que les spectateurs aiment bien. D'ailleurs il en est résulté maintenant des compétitions de 4 nages, alors soit en solo, soit en relais, où on voit des nageurs nager successivement, papillon, dos, bras crawl. Donc ça c'est intéressant pour les spectateurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré réglementer. Et donc est apparue la Fédération internationale de natation, hein, dès 1908, vous voyez que c'est assez ancien déjà, la FINA. Et donc ça s'appelle World Aquatics maintenant, ça a permis de définir plein de choses au niveau des techniques de nage. Alors vous allez voir hein, que c'est très détaillé. La brasse, hein, donc les pieds doivent être tournés, je suis en train de lire ce qui est marqué là. Les pieds doivent être tournés vers l'extérieur pendant la phrase pour impulser le mouvement de jambe. Les mouvements alternés au coup de pied papillon vers le bas ne sont pas autorisés. Couper la surface de l'eau avec ses pieds est autorisé, si cela, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est très précis, hein. Donc ils ont vraiment détaillé ce que c'était que la gestuelle de la brasse. Pareil pour le dos, et pareil plus tard pour le papillon. Donc extrait de règlement, ce que je viens de vous montrer. Alors, ce règlement n'est pas figé, hein, ça a évolué. Bon, bah, le papillon est apparu beaucoup plus tard, hein. Et il y a même d'autres choses qui ont amené à modifier le règlement, hein. Par exemple, ici, en 1988, David Berkoff, qui est un nageur de dos,
s'est mis à nager complètement sous l'eau depuis le départ. Et en fait, il a réussi à faire 40 mètres. Et donc ça, la FINA a décidé qu'il fallait arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que les capacités d'apnée des nageurs augmentant, en tout cas pour le 50 mètres, ça serait terminé par un 50 mètres apnée. Ce qui n'avait plus rien à voir avec la technique de nage du départ. Donc ça, c'est vrai pour le dos, pour le papillon, etc. La nage libre. Et donc, ils ont limité maintenant la coulée à 15 mètres. Si vous nagez plus de 15 mètres sous l'eau, eh bien, vous êtes tout simplement disqualifié. Donc là, on voit qu'ils ont privilégié le spectacle à la vitesse. Un autre exemple, en 2008, il y a des maillots techniques qui sont apparus, qu'on appelait ça en peau de requin, et qui ont permis d'améliorer énormément les vitesses. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de records qui ont été battus, de records du monde. Et donc la FINA, là aussi, a mis son grain de sel, si je peux dire. Et donc ils ont limité l'utilisation des matériaux et de la technologie. Et je pense que c'est une bonne chose parce que avec les évolutions technologiques, il n'y avait plus de limite. On aurait pu avoir très bien des maillots avec des petits compresseurs à l'intérieur, avec des systèmes chauffants, j'en passe et des meilleurs, au fur et à mesure que les scientifiques se sont rendus compte que la glisse pouvait être améliorée avec telle ou telle technique. Donc ça a été fait, là aussi, pour privilégier le spectacle au détriment de la vitesse. Donc en conclusion, eh bien, beaucoup d'évolutions, et presque toujours, on privilégie le spectacle au détriment de la vitesse. On voit très bien que les 4 nages auraient pu disparaître, les 3 en tout cas, au profit du crawl socle, simplement. Donc ça, c'est intéressant de voir ça par rapport à nous. Donc tous ceux qui discutent là et analysent comment marchent les Espagnols, les Italiens, comment marchent les Français, qu'est-ce que nous on devrait faire, etc. Pensez à la natation, où je pense qu'ils ont trouvé des compromis pour faire en sorte que tous les nageurs puissent nager ensemble au niveau international, sans pour autant toujours privilégier la vitesse. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Tout ça pour faire avancer les vues des gens. Alors, pas seulement pour moi, bien sûr, pas seulement pour nous deux, Isa et moi, aussi pour le monde de la marche nordique. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à partager. Merci à vous et à bientôt.